Bien, bonjour, je m'appelle Alain-Claude de Bombourg, je suis architecte paysagiste et je m'intéresse tout particulièrement aux jardins de l'époque de Louis XIV parce que ce sont des jardins qui ont été beaucoup décriés. Et je crois qu'ici nous sommes à Versailles et je vais vous emmener bientôt faire une petite promenade symbolique dans ces jardins car on va découvrir très humblement que le roi Louis XIV était plutôt un humaniste et qu'il s'était beaucoup inspiré des jardins Renaissance pour construire Versailles, et plutôt que de considérer que c'était un roi absolu, vraiment rigide et qu'il a cherché toute sa vie à dompter la nature. Je crois que c'est tout à fait erroné et j'espère qu'à travers la promenade que je vais essayer de commenter, vous pourrez découvrir des aspects inconnus de ce monarque. Ce jardin a été quand même construit dès que Mazarin, le précepteur de Louis XIV, est mort, c'est-à-dire dès 1661, après que Louis XIV ait réuni l'équipe qui avait fait le jardin de Vaux-le-Vicomte pour son intendant Fouquet. Et donc, finalement, on a regroupé une équipe de gens qui avaient un talent fou et qui travaillaient de concert sous la houlette du ministre Colbert, qui avait réuni ce qu'on appelle la Petite Académie, toute une équipe de gens très érudits et qui étaient capables de faire de grandes choses et de grands travaux, parce que quand on considère le jardin de Versailles, c'est vraiment un immense chantier qui a été fait pour obtenir le résultat qu'on a. Ce groupe d'amis était constitué de gens qui avaient une énorme connaissance ésotérique, en particulier Colbert et les frères Perrault, Charles et Claude. Claude qui était architecte, et bien qu'il soit janséniste, il avait une vision assez immense de toutes les cultures de l'époque, que ce soit de l'alchimie, que ce soit de l'ésotérisme en général, mais aussi tous ces gens étaient sans doute pythagoriciens, puisque Emmanuela Crețulescu Caranta en parle dans son livre quand elle commente le songe de Polyphile. Elle dit clairement que ces gens-là faisaient partie des pythagoriciens pour qui la géométrie commandait à toute l'organisation et l'aménagement du territoire. Donc on retrouve à Versailles finalement énormément de principes et d'aménagement liés à la géométrie, mais aussi au foisonnement de la Renaissance en termes d'alchimie, de connaissances ésotériques, même de la Kabbale, de la Bible, de l'Évangile, enfin tout ce qui faisait les religions et tout ce qui faisait le spiritualisme de l'époque. Il faut reconnaître une chose, c'est que Louis XIV avait une sœur de lait qui était Marie Mancini, qui était l'amour de sa vie, et avec qui il ne s'est cependant pas marié. Mais Marie Mancini, qui était la nièce de Mazarin et qui avait toujours baigné dans le milieu italien érudit en termes d'humanisme, avait une très très grande connaissance de l'ésotérisme. Et je pense que c'est elle qui a initié Louis XIV à tous ces principes et toute cette connaissance alchimique, religieuse, ésotérique. Donc le parcours que je vous propose de faire aujourd'hui, c'est un parcours qui reprend le parcours que Louis XIV faisait faire à ses hôtes. En particulier, on a toujours dit que c'était un parcours diplomatique, mais si on regarde bien, c'est plutôt un parcours qui ressemble à une sorte d'initiation, qu'elle soit en référence par rapport à l'initiation maçonnique ou à une initiation pour entrer dans une société quelconque, mais je crois plutôt que c'était une manière de montrer que ce jardin était fondé sur des principes humanistes et de montrer qu'il regroupait tous les principes et toutes les cultures et toutes les religions qu'on pouvait trouver à l'époque. Bien, alors ici nous sommes sur ce qu'on appelle le Grand Axe. C'est là que Louis XIV amenait ses visiteurs pour pouvoir admirer la perspective infinie sur le Grand Canal et sur l'ouest, sur le couchant, mais également aussi en se retournant pour montrer la magnificence de son palais, ce magnifique ordonnancement fait par Hardouin-Mansart qui est très sobre finalement dans sa façade, très régulier, très doux.
c'est pas agressif, la pierre est belle, elle est jaune. Et donc nous sommes vraiment au point nodal du parc parce que c'est à partir de là qu'on comprend ce que Louis XIV était véritablement. C'est-à-dire qu'il a fait un parc, je dirais, à son image, de manière à faire comprendre ce qu'il était et de manière à faire comprendre ce qu'il voulait faire de son royaume. C'est-à-dire que son royaume était un royaume à bâtir tous les jours et qui était finalement fondé sur la notion de l'éternité que recommandait la religion catholique de l'époque. Donc sa perspective, elle est infinie au couchant, le couchant représentant lui-même le calvaire, le Golgotha. Donc si vous voulez, lorsque le soleil se couche à l'horizon dans l'axe de la grande perspective, c'est pour montrer que c'est la porte ouverte sur la mort, qu'il y a un au-delà et que cet au-delà fait renaître l'homme dans toute sa splendeur à l'est, au jardin de l'Éden, quand il revient sur ce qu'on appelle le retour d'axe. D'ailleurs, avant que la Sainte-Chapelle soit construite, il y avait à son emplacement, grosso modo, la grotte de Thétis qui était là pour recueillir la lumière qui revenait du couchant, c'est-à-dire recueillir le retour d'axe. Et ce qui est assez bizarre, c'est que ce retour d'axe n'était pas tout à fait justement dans le grand axe, il était légèrement décalé, ce qui correspond finalement au retour d'axe de la Kabbale chrétienne. Tout ça dans une simple posture au croisement des allées et au sommet de cette grande terrasse. Donc pour reprendre le circuit, pour bien comprendre le jardin, voilà ce que nous avons fait déjà. Nous sommes partis ici en bas de la galerie des glaces sous la chambre du roi. Nous sommes allés à travers le parterre sud, nous avons passé les deux sphinx à cheval sur le lion. Ensuite, nous sommes allés au sommet devant l'orangerie. Puis, nous avons descendu les 100 marches et nous sommes allés dans le bosquet de la Reine, ici, qui était autrefois le bosquet du labyrinthe. Ensuite, nous avons été au bassin du miroir, qui est ici. Et à l'heure actuelle, nous sommes ici vers le bassin de Saturne qui représente l'hiver. Et le panneau que nous voyons ici est situé là. Ce que nous allons faire maintenant, c'est que nous allons passer dans le bosquet de la colonnade, parce que laissons de côté la salle des marronniers qui évoque l'Antiquité, et puis nous irons au bassin d'Apollon. Ensuite, nous remonterons le long du tapis vert, et cette grande pelouse ininterrompue, et qui organise la perspective depuis le bassin de la Tône jusqu'au bassin d'Apollon. Nous allons aller dans le bosquet des Dômes, qui correspond à la gloire dans les Séphiros. Puis nous irons dans le bosquet de l'Encélade, qui correspond à la victoire. Ensuite, nous sortirons pour remonter, en laissant de côté le bosquet de l'Obélisque, qui est pourtant un très beau bosquet, mais qui évoque plutôt l'Égypte et la relation du royaume avec l'Égypte, pour aller dans le bosquet de ce qu'on appelle de l'Étoile, puisque ici nous avons des allées en forme de pentagramme qui évoquent l'étoile à 5 branches des pythagoriciens. Ensuite, nous remonterons le jardin jusqu'à aller au bosquet des Trois Fontaines, lesquelles viennent d'être restaurées. Et nous pourrons admirer ces 3 fontaines pour aller jusqu'au bassin du Dragon et vers le bassin de Neptune, lequel bassin du Dragon évoque le péché, le sombre, l'eau et le feu, le pouvoir, etc. Pour ensuite remonter l'allée des Marmousets, ce qu'on appelle l'allée d'Aume, pour arriver vers la pyramide d'eau, et qui nous reconduit jusqu'à la lumière, c'est-à-dire jusqu'au palais où le roi Louis XIV séjournait. Alors sur cette image, on peut voir très nettement que finalement, ce qu'on appelle le petit parc, ici, cette partie-là encernée comme ça, représente 16 carrés qui correspondent finalement à l'ordonnancement des jardins de la Renaissance et qui font évidemment une relation directe avec les jardins de cloître qui, eux, étaient divisés en 4. Mais tout ça évoque rien d'autre que l'échiquier qui, lui-même, si on sous-divise les carrés, donne 64 cases. Donc 64 cases, le nombre de l'unité cosmique chez les Mésopotamiens, qui est censé représenter le tout et qui est finalement en rapport avec la somme théosophique de la tétractys, 6 et 4, 10. Donc 10, c'est le tout. Et on retrouve partout ici dans le parc
cette tétractys. Donc vous voyez les 16 carrés, 1, 2, 3, 4, multipliés par 4 ici, donc on a bien la structure du moyenâgeuse et renaissance du parc à l'intérieur du parc de Versailles. Ça ne se voit pas du premier coup d'œil, mais si on regarde bien les plans d'origine, c'était vraiment ça.